projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Comme promis, nous vous proposons aujourd'hui de suivre la dernière partie de l'entretien de François Baudry avec le journaliste écrivain Siddiq Abba. Avec son style direct et sans langue de bois, l'auteur du livre « Pour comprendre Boko Haram » nous dévoile quelques secrets sur cette organisation terroriste, une des plus meurtrières au monde. Beaucoup de jeunes sont partis dans les rangs de Boko Haram parce qu'il n'y avait pas de perspective. Et quand ils sont arrivés, beaucoup se sont aperçus que le rêve qu'on leur a vendu était faux. Un buisson et une tisane, c'est la recette qui aide à combattre le paludisme. En Afrique, la plante Artemisia gagne en popularité. Parce que vous avez des régions où il n'y a pas de pharmacie. Donc l'idée, c'est de vulgariser cette plante en attendant qu'il y ait un médicament, en attendant qu'on fabrique le médicament. Parce qu'à terme, la solution, c'est de fabriquer les médicaments localement. Prendre un nouveau métier dans un incubateur d'entreprise et peut-être devenir patron. John, Juvenal ou encore Virginie tentent l'aventure au Rwanda, un pays qui mise sur la formation professionnelle à tout âge. C'est un programme qui a accepté de donner une garantie qui va jusqu'à 75% de ce prêt. Pour nous, c'était vraiment une chance. En pleine pandémie de Covid-19, le paludisme, l'une des maladies les plus redoutées en Afrique, continue de faire des ravages. Face à ce fléau, une plante fait beaucoup parler d'elle depuis des années. C'est l'Artemisia, un buisson qui peut être coupé plusieurs fois par an et dont on fait des tisanes. En Afrique, certains se sont donné pour mission la promotion des vertus de cette plante contre le paludisme. C'est le cas de Sostène Massamba Kolela, fondateur de la ferme pédagogique Agria Luango, près de Pointe-Noire, au Congo. Notre journaliste Jean-David Miamlé, accompagné du caméraman Brice Kiou, l'a visité. Regardez. Voici le siège de la ferme pédagogique Agria Luango, sur la pointe indienne, près de la ville balnéaire de Pointe-Noire. C'est ici que Sostène Massamba Kolela a décidé de promouvoir la culture de la plante médicale Artemisia. Objectif: aider les Congolais à s'approprier cette plante afin de lutter efficacement contre le paludisme, l'une des maladies les plus redoutées au Congo notamment. Parce que vous avez des régions où il n'y a pas de pharmacie. Donc l'idée, c'est de vulgariser cette plante en attendant qu'il y ait un médicament, en attendant qu'on fabrique les médicaments. Parce qu'à terme, la solution, c'est de fabriquer les médicaments localement. Mais nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas de moyens, c'est autre chose. Donc en attendant qu'il y ait des médicaments produits localement, nous, qu'est-ce que nous proposons? Cette solution alternative qui est la tisane Artemisia. D'après l'OMS, en 2019, 94% de cas de paludisme et de décès liés à cette maladie se produisent en Afrique. Avec 41% de Congolais vivant avec moins d'$1 par jour, d'après les derniers chiffres de la Banque mondiale, l'accès aux soins de santé est difficile. L'Artemisia apparaît alors comme une alternative et non comme un concurrent à la médecine conventionnelle. Il y a souvent cet amalgame aussi qui est souvent fait entre le conventionnel par opposition à notre approche qui est traditionnelle médicinale. C'est un choix. L'Artemisia, c'est un choix qui est donné aux Africains. Le conventionnel, les médicaments, ou l'approche naturelle, qui est la tisane. C'est un choix. Il n'a jamais été question pour les maisons de l'Artemisia de se dire ne prenez pas ceci, ne prenez pas. Non, la liberté, c'est une très bonne chose. Vivre, c'est choisir. Pour mener à bien son projet, Sostène Massamba a bâti sur 6 hectares la ferme pédagogique de Luango, représentant de la maison de l'Artemisia au Congo. Il ambitionne ainsi de transmettre aux jeunes les bienfaits du travail de la terre et les bénéfices de l'agriculture biologique. Ici, nous sommes à la ferme pédagogique Agria Luango, en même temps le siège de la maison de l'Artemisia Congo. Donc il y a plusieurs activités ici, il y a plusieurs volets. Nous avons dans un premier temps l'Artemisia, où nous organisons à la fois des formations, la culture de l'Artemisia, la production de l'Artemisia. Ensuite, la vocation pédagogique de la ferme. Donc nous recevons des écoles qui ramènent des enfants pour des sorties nature et découvertes. Également des parents
qui emmènent des enfants, des adultes pour l'initiation au jardinage. Nous organisons aussi des formations à l'agroécologie, en particulier le compostage. Voilà, grosso modo, c'est ce que nous faisons. Quoi qu'il en soit, les adeptes de l'Artemisia se disent satisfaits du produit. L'Artemisia est un produit que j'ai découvert il y a de cela une année par le biais des amis qui me l'ont conseillé pendant que j'étais malade. Et une fois l'avoir pris, ça m'a complètement soulagée et jusque-là, je continue de prendre ça. Je pense que c'est un très bon produit qu'il faut conseiller aux gens. Visiblement, la consommation de l'Artemisia gagne du terrain au Congo et d'après cette pharmacienne, le contexte sanitaire actuel, plombé par la Covid-19, ne serait pas étranger à cet engouement. La clientèle, c'est un produit qui se vend plutôt bien, c'est un produit qui est demandé. Alors, est-ce que ça a été boosté par l'effet Covid? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a quand même une grosse communication autour de ce produit. Peu importe les gens qui sont pour, qui sont contre, on n'a pas forcément, nous, des retours scientifiques pour pouvoir dire aux clients au niveau du comptoir, faites ceci, faites cela, ça marche aussi. Comme si les effets indésirables, tout tralala. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens viennent et reviennent en prendre. Ils le prennent de manière curative quand ils se sentent mal, mais ils le prennent aussi en se disant, je le garde à la maison, au cas où, dès que j'ai un problème, dès que j'ai les premiers symptômes, j'anticipe. Tout compte fait, l'appropriation de la culture de l'Artemisia est un objectif majeur de Sostène Massamba, d'où des séances de formation régulières sur la culture et la consommation de l'Artemisia. Maître, comment tu fais pour planter l'Artemisia? Je creuse d'abord le poquet, je mets le fumier à l'intérieur, voilà, mélangé avec le fumier et le compost. Voilà comment on plante l'Artemisia. Ouais. Et puis, je mets l'eau. Le paquet d'Artemisia se présente de cette manière. Donc, c'est un paquet qui contient 40 g de tisane, de feuilles séchées d'Artemisia à noix. La posologie est indiquée au dos. Comment préparer sa tisane? Pour faire simple, comme nous le faisons souvent en zone rurale où on n'a pas besoin de trop parler, vous déballez le contenu, vous répartissez en 7. Pourquoi 7? Parce que vous allez prendre pendant 7 jours consécutifs. La part équivaut à une dose. Vous mettez à infusion 1 litre d'eau bouillante à 100 degrés avec des grosses bulles. Vous retirez du feu. Vous prenez le tas, vous infusez, vous couvrez, vous attendez 15 minutes minimum. Vous filtrez et le litre est à boire dans la journée. Sostène Massamba, qui revendique fièrement le statut de paysan, continue de cultiver son jardin, fier d'avoir transformé sa passion pour l'agriculture en métier. C'est le moment de retrouver notre invité Siddiq Abba pour la dernière partie de son interview enregistrée à l'occasion de la sortie de son deuxième livre sur Boko Haram, Pour comprendre Boko Haram. Écrit avec son fils Abdulkader Abba avec l'ambition de faire connaître, notamment aux jeunes, les dessous méconnus de cette organisation terroriste née à Difa, au sud-est du Niger, la région natale de l'auteur. Comment ils vivent? Ils sont en équipe, ils ont des casernements, ils sont dans des bâtiments, dans des cases. Quel est leur style de vie? Alors, Boko Haram, comme on sait, en ce qui concerne le bassin du lac Tchad, lorsque le lac Tchad s'est rétréci, il a formé des petites îles. Rien que pour le Niger, il y a 110 îles pour le Niger. Quand on met pour le Tchad, le Cameroun, on peut se retrouver avec 250 et peut-être 300 îles. Les gens de Boko Haram visent principalement sur des petites îles qu'on appelle Tumbu. Ça devient une sorte de ville à eux. Ils ont leur justice avec leurs tribunaux, ils ont leurs casernes, ils ont leur police, ils organisent eux-mêmes leur vie autour de ça. Et avec les systèmes financiers qu'ils ont mis, souvent ils prélèvent des taxes. Par exemple, si les gens viennent pêcher, ou il y a des gens qui ont 200 têtes de moutons, 200 têtes de vaches, qui viennent amener leurs animaux boire de l'eau, ils payent des taxes à Boko Haram. Donc il y a une sorte de vie, ils sont organisés et tant qu'il n'y a pas d'opération militaire, leur vie continue à se faire tranquillement comme ça. Alors je vais vous poser une question personnelle maintenant.
c'est pourquoi diable avez-vous demandé à votre fils Abdul Kader d'être associé à votre démarche et à la rédaction de ce livre? Vous avez bien fait de rappeler en début d'entretien que moi-même je suis de Difa. Donc mon fils a eu une histoire personnelle avec ce sujet parce que quand je lui avais demandé, une fois qu'il est allé, qu'il vit ici avec moi en France, une fois qu'il est allé au Niger, je lui ai demandé d'aller à Difa, d'où je suis, pour rencontrer ses grands-parents, connaître ses origines. Et le jour où il devait aller à Difa prendre l'avion, un vol humanitaire des Nations Unies, il y avait été interdit de prendre ce vol parce que les Nations Unies ont estimé que Difa est une zone de guerre et qu'un enfant ne pouvait pas aller. Donc quand il est venu ici, il m'avait interpellé, il m'avait dit « mais tu ne m'as jamais dit que Difa était une zone de guerre, voilà, je n'ai pas pu voyager ». Et de là, j'avais commencé à lui parler de Boko Haram. J'ai dit non, Difa n'est pas en guerre, mais il y a un mouvement qui s'appelle Boko Haram qui opère dans la zone, qui peut être violent et c'est par précaution que tu n'as pas pu aller. En 2017, moi-même, je suis parti pour des raisons professionnelles et mon fils ne voulait pas que j'y aille. Il m'a dit non, que tu ne peux pas aller, Boko Haram va te tuer, moi je ne veux pas être orphelin. Donc, on a continué la conversation. Je lui ai expliqué que je peux aller revenir. Il y a encore des gens qui vivent malgré la présence de Boko Haram. Et à l'occasion de ces deux échanges, nous avions continué à poser, il a continué à me poser des questions sur Boko Haram, qu'est-ce que c'est, qui leur donne de l'argent, pourquoi ils vivent, comment ils vivent. Et de ces questions-là, de son questionnement, de mes réponses, est née l'idée de créer, d'écrire ce livre-là pour partager notre expérience, pour répondre à des jeunes comme lui qui ont entendu parler de Boko Haram à la télé, parce que souvent on parle de Boko Haram à la télé que quand il y a un attentat ou quand il y a un enlèvement. Mais on n'explique pas assez ce que c'est que Boko Haram, comment il est organisé. On vient d'avoir cet entretien avec vous, dans lequel j'ai expliqué. Mais souvent, bien que ce soit le mouvement djihadiste le plus meurtrier au monde, il est un peu le moins connu, où on connaît moins le mécanisme de son fonctionnement. Et l'échange avec mon fils sous forme de cet ouvrage est une contribution à une meilleure connaissance de Boko Haram. C'est une démarche pédagogique qui amène à mieux comprendre Boko Haram, mais aussi à combattre certaines idées reçues. Boko Haram n'a pas toujours été le mouvement violent qu'il est devenu. De 2002 à 2009, ce n'était pas un mouvement violent, c'était un mouvement qui utilisait le prosélytisme. Donc, dans le livre, j'essaie de replacer toutes ces idées reçues et d'expliquer au mieux, en tout cas, ce que Boko Haram, quel est son agenda. Quel est leur objectif réel, militaire? C'est de combattre les États, mais pour installer quoi à la place? C'est une question importante parce qu'on ne voit pas quel est leur agenda réel. En réalité, au début, leur agenda était, depuis l'allégeance à l'État islamique, d'élargir le califat. La province, cet État islamique rêvé en Irak et en Syrie qui n'a pu se faire puisque l'État islamique a été détruit. Donc son prolongement devait être l'Afrique. Et puis après la défaite même, on ne le dit pas assez, de l'État islamique en Irak et en Syrie, il s'est reconstitué presque en Afrique où les États sont un peu faibles. Beaucoup de combattants de l'État islamique sont descendus en Libye et de la Libye sont descendus jusqu'au bassin du lac Tchad pour aider les gens de Boko Haram. Ils n'ont pas d'agenda précis aujourd'hui et ils profitent de cette instabilité permanente qu'ils ont créée pour s'enrichir, pour voler, mais il n'y a pas un agenda politique précis. On ne sait pas quel est leur objectif puisque les comportements quotidiens qu'ils posent sont contraires aux valeurs de l'islam qu'ils prétendent défendre. Exécuter des personnes sans raison. On a même vu des cas, et c'est raconté dans le livre, où des gens qui sont sortis d'une mosquée après la prière du soir ont été tués par des gens de Boko Haram. Donc on ne peut pas poser des actes de cette nature et prétendre défendre les valeurs de l'islam.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. La formation continue à l'entrepreneuriat est une préoccupation constante au Rwanda. Lors de la visite du président français Emmanuel Macron au printemps dernier, une subvention de 5,8 millions d'euros a été accordée pour soutenir la formation professionnelle. Le pays est également pionnier en termes d'incubation d'entreprises. Nous avions visité cet incubateur qui permet à des étudiants de tout âge et d'horizons différents de se former à un nouveau métier avant qu'ils ne démarrent leur propre entreprise. Regardez. 22 étudiants et bientôt un métier. Longtemps un rêve lointain au Rwanda, un pays qui manque cruellement d'artisans et de techniciens. Mais dans cette classe de l'incubateur de Masaka, non loin de Kigali, on parle très concrètement affaires. Bientôt, ces filles et garçons travailleront dans le cuir, comme John Mufranrizima, un artisan de 38 ans qui fabrique des chaussures et des articles de maroquinerie. Je rêve d'ouvrir mon usine ici, au Rwanda. Ce rêve, John ne le trouve plus inaccessible. Et c'est en grande partie grâce à l'incubateur ouvert en 2012 qu'il a gagné confiance. Il y a trouvé des formateurs venus de l'étranger et une véritable aide pour élargir son champ de compétences. Il m'a apporté des compétences. Je travaillais sur des petites chaussures, des ceintures, mais pas des chaussures d'homme, très difficiles à faire et qui requièrent des compétences pointues et rares. En 2007, le Rwanda identifie la valeur ajoutée qui peut être apportée aux matières premières comme l'une des premières sources de potentiel économique pour le pays. Avec l'aide de la Banque africaine de développement, le nouvel incubateur va se consacrer à la transformation du cuir ainsi qu'au traitement des cultures fruitières et du lait. 15 startups ont déjà émergé. Notre objectif est de nous assurer que les gens améliorent la qualité des produits, augmentent les recettes grâce notamment au marketing et au plan de développement. Nous soutenons les très petites entreprises. Un business qui peine à décoller, c'est l'histoire de Juvenal Daïsenga, un entrepreneur spécialisé dans les produits issus de l'horticulture et de l'apiculture. Ancien fonctionnaire, il a fondé sa société avec $440 pour acheter un équipement de base. C'est surtout depuis qu'il a joint l'incubateur qu'elle a vraiment démarré. Les équipements qui sont ici nous aident à produire 10 fois plus que la production que nous avions. C'est un endroit bien équipé et très propre par rapport à l'endroit où on travaillait. La production que l'on faisait en une journée, ici on le fait en une heure. On donne plus d'emplois. En dépit de ces succès, les entrepreneurs locaux doivent faire face à des difficultés. Le financement des startups par le secteur bancaire est un énorme défi. There was a very big problem in terms of, in the financing mechanism. Il y avait un gros problème dans le mécanisme de financement. You had people who had good projects, especially de bons projets, surtout les startups, mais sans financement adéquat. Find the right finance. C'est justement à ce paradoxe que veut répondre le programme d'appui budgétaire financé par la BAD. Il porte sur 38,4 millions de dollars répartis en subventions et en prêts. When we started it last year, Rwanda was facing some, problems. Quand on a commencé l'année dernière, on était confronté au problème de financement du projet. So it helped us really to address, trouver le financement nous a vraiment aidé à résoudre beaucoup de problèmes dans le secteur. Cela a bien aidé la petite société de Virginie Mukakabano. Cette femme énergique, nouvellement retraitée, s'est lancée avec un associé dans un nouveau challenge,
la fabrication de bougies parfumées et d'huiles essentielles, des formations à l'entrepreneuriat à des sélections successives, le projet s'est perfectionné à chaque étape. Il a finalement dépassé le dernier obstacle, les emprunts bancaires incontournables pour investir dans les équipements. On cherchait, même si on pouvait trouver quelqu'un qui pouvait nous prêter cet argent pour nous acheter ces machines, mais on n'avait pas pu. C'est le programme qui a accepté de donner une garantie et qui va jusqu'à 75% de ce prêt. Pour nous, c'était vraiment une chance. On n'a pas de moyens. Le résultat, le voici dans ce champ. Non seulement Virginie a créé des emplois permanents, mais elle recrute des dizaines d'employés pour la culture des plantes. Et pour le moment, ce que je peux appeler staff, nous sommes 8. Mais nous avons des travailleurs. Les travailleurs, par exemple, ceux qui sont dans les champs. Il y a un champ où ils sont à 30. Et on vient de commencer à cultiver maintenant. Il y a un clergé qui nous a cédé un champ de 4 hectares. Et c'est maintenant qu'on commence à cultiver. Aujourd'hui, ces entrepreneurs ont réussi à créer des emplois et une nouvelle vie pour eux-mêmes ainsi que leur famille. My economy is increased because ma situation économique s'est améliorée. J'ai terminé mes études, ma femme a fini l'université, les enfants vont à l'école, pas de problème avec les frais de scolarité et nous vivons bien. Mais aucun ne veut s'arrêter là. Tous songent déjà à demain, agrandir leur société, employer davantage de personnel, voire même regarder vers les marchés d'export. Quand on fait l'horticulture et l'apiculture en parallèle pour pouvoir nous procurer de la matière première, parce que de temps en temps, il y a rupture d'approvisionnement de la matière première en quantité suffisante. On exploite le marché local, nous comptons aussi faire l'exportation. Pour faire l'exportation, on doit être sûr qu'on a l'approvisionnement en matière première d'une façon régulière. Pour certains ateliers de l'incubateur de Masaka, l'heure est déjà venue de s'agrandir pour se développer. Certaines activités ne se développent pas car la capacité reste très limitée. L'accueil maximum est de 3 personnes en même temps. Cette rançon du succès montre bien les besoins du pays en soutien continu à l'entrepreneuriat. De quoi encourager les partenaires du Rwanda à continuer et à élargir ce soutien à ces entrepreneurs africains qui rêvent de lancer leurs propres affaires avec comme incidence la création d'emplois et de richesses pour le pays. Pour la deuxième partie de notre entretien avec Seydi Kaba, notre invité évoque les relations de Boko Haram avec les autres organisations terroristes et dresse un bilan de la guerre menée contre l'organisation par les armées des États sahéliens depuis plus de 20 ans. Ce sera aussi l'occasion de découvrir le programme éducatif du Niger destiné à donner une nouvelle chance aux jeunes combattants qui veulent sortir des rangs de Boko Haram. Revenons aux jeunes qui sont dans ce mouvement terroriste. Ils ont été recrutés, vous l'avez dit, parce qu'ils avaient une certaine pauvreté, des errances, etc. Mais ils y restent pourtant. Alors, est-ce que c'est pour cette raison que le Niger a créé, il y a quelques années, un programme qui s'appelle « Repentir contre pardon », un programme que vous connaissez bien, je crois. Alors, comment c'est organisé? Quels sont les résultats? En 2016, précisément, lorsque M. Mamadou Andano a été nommé gouverneur de Difa, il a fait une évaluation de la situation et il est arrivé aux conclusions que beaucoup de jeunes sont partis dans les rangs de Boko Haram parce qu'il n'y avait pas de perspective. Et quand ils sont arrivés, beaucoup se sont aperçus que le rêve qu'on leur a vendu était faux. Leur rêve s'est trouvé brisé parce que la défense de l'islam qu'on leur a vendu était fausse. Ils ont vu des pratiques où les chefs ne partent pas combattre, les poussent à aller combattre et quand ils ramènent le butin, il n'y a aucune équité dans le partage. Donc, ils avaient de la déception. Mais en revenant, ils étaient presque sûrs d'aller en prison pour terrorisme. Ils étaient pris entre deux feux. Rester dans Boko Haram, vivre l'enfer de cette situation, retourner et se retrouver en prison, ils étaient pris dans cette difficulté et
Le fait que le Niger ait mis ce programme-là était devenu une sorte de fenêtre pour eux pour pouvoir quitter les rangs de Boko Haram. Le programme a commencé par message, il a été indiqué dans les rangs de Boko Haram, de bouche à oreille, souvent par des tracts qui ont été déversés en langue locale, que le Niger accepte désormais ceux qui se rendent avec armes et bagages pouvaient être, n'iront pas en prison, ils allaient être pris en charge, formés, réinsérés socialement. Ce programme a démarré comme ça en 2016, presque timidement, et de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il avait suscité de l'engouement dans les rangs de Boko Haram. Une villa a été aménagée à Difa pour recevoir les gens. Très vite, la villa s'est remplie. Une deuxième a été aménagée. Très vite, elle s'est remplie. Et finalement, est née l'idée de créer le centre de déradicalisation, de formation professionnelle et de réinsertion sociale de Goudoumaria à environ 1300 km de Niamey, la capitale. Et c'est là que, justement, un grand nombre de personnes ont été accueillies. On voyage avec vous quand vous donnez ces explications, mais quelles sont leurs tâches? Quelle est leur vie quotidienne à ces jeunes? On estime qu'entre le moment où il a été lancé et décembre 2020, environ 500 personnes ont quitté les rangs de Boko Haram pour revenir. Certaines ont été formées à Goudoumaria, d'être dans différents centres professionnels, dont celui de Ndunga, qui est à côté de Niamey. C'est là qu'ils ont été accueillis. Et ils ont reçu une formation professionnelle à la menuiserie métallique, au bois, à l'électricité. Et puis, à la fin de leur formation, ils ont reçu un kit. Parce qu'il ne suffit pas de former les gens. Il faut leur donner les moyens. Par exemple, pour ceux qui vont faire la menuiserie métallique, ils ont été outillés, ils ont reçu l'outil nécessaire pour aller faire cette formation et ils sont retournés dans leur village. Mais pour éviter qu'il y ait une prime à l'adhésion à Boko Haram, d'autres jeunes qui n'ont pas rejoint Boko Haram, qui étaient restés là, eux aussi ont été associés à ce programme de formation qui aujourd'hui a donné de très très bons résultats. Qui finance ces programmes ? Au tout début, le programme a commencé à être financé par l'État du Niger sur les fonds propres. Mais compte tenu de la réussite et du succès, très vite des partenaires étrangers, l'Union européenne a mis beaucoup d'argent dans ce programme-là et on parle de même plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été investis dans le programme pour former des gens. Et aujourd'hui encore, je pense, le Niger, comme d'autres pays, sont à la recherche des moyens pour continuer. Et moi, pour moi qui ai travaillé sur cette question, je pense que ce type de programme a son utilité. Plutôt que d'acheter des armes, on a vu certains pays acheter pour 500 millions de dollars d'avions dont l'efficacité est douteuse par rapport à la lutte contre Boko Haram. Si on avait investi massivement dans ce programme-là, ça pourrait amener les jeunes à ne pas être recrutables. Il faut tarir la possibilité pour Boko Haram de recruter des jeunes. Et si on veut gagner un jour la lutte contre ce mouvement dans la zone du lac Tchad, parce que la solution du tout sécuritaire et militaire ne marchera pas. Alors vous avez eu accès pour toutes ces recherches, ces livres, et puisque vous êtes d'une région qui a vu naître le mouvement, vous êtes le spécialiste que j'évoquais au début de l'entretien. Et donc vous êtes à même de nous dire, pour vous, est-ce que Boko Haram a ses jours de compter? Est-ce qu'il va disparaître? Oui, il peut disparaître. Il peut disparaître à condition qu'on trouve la bonne stratégie. Aujourd'hui, et c'est ce qui ne marche pas, l'idée qu'on peut éradiquer Boko Haram par les moyens militaires est une fausse idée. Les États ont créé en 2015 la force mixte multinationale qui comprend les armées du Nigeria, du Niger, du Tchad et même du Bénin qui est venu en renfort à ces 4 États. Mais on n'a pas obtenu le résultat qu'on attendait parce qu'on a pensé que le tout militaire et sécuritaire suffit. Il faut des solutions de développement. Malheureusement, aujourd'hui encore, que ce soit au nord Cameroun où Boko Haram recrute, au nord-est du Nigeria, au sud-est du Niger, dans le bassin du lac Tchad, il y a des défis de développement énormes. Et comme on sait, cette région, du fait de l'assèchement du lac Tchad, est confrontée aujourd'hui à une crise, une insécurité alimentaire, à une paupérisation de la population. Tout cela mis ensemble fait que si on ne prend pas garde, si on n'associe pas le militaire, le sécuritaire au développement, à la gouvernance, à la réponse écologique, la question de Boko Haram risque encore d'avoir de bonnes années devant elle.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Sidi Kaba dans son intégralité ainsi que nos émissions sur notre site newsafricaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!